Peut-être 3 points sur les performances de l'IA, puisqu'il y en a parmi vous qui sont abonnés à ChatGPT 4, mais il y en a en gros 70% qui n'y sont pas. Et donc, c'est très difficile d'avoir une idée concrète des performances de ces machines si on n'est pas abonné et qu'on n'a pas essayé soi-même, notamment avec DALL-E, les IA génératives d'images qui sont absolument fascinantes et qui sont vraiment géniales, pas simplement les IA génératives de texte. Deuxièmement, l'impact dans le monde du travail qui me paraît évidemment très problématique pour les salariés, pour les chefs d'entreprise. Ça va être des gains de croissance énormes et des gains de productivité énormes, mais évidemment au détriment de l'emploi. Donc qu'est-ce qu'on va faire des gens qui seront mis au chômage? Et puis sur les questions, sans être du tout un éthicien, les éthiciens, les spécialistes de la morale m'ont toujours fait rigoler. Je ne suis pas du tout un moraliste, mais il y a des questions de régulation qui sont urgentes, notamment sur les deepfakes et sur les avatars, sur les jumeaux numériques, qui posent quand même des problèmes de régulation qui sont tout simplement vitaux. Sur les performances, ce que disait Laurent est tout à fait juste sur les médecins. Je donnais ce matin même une conférence un peu à l'aube à un groupe de pneumologues pendant 1 heure et demie, et il y avait là un radiologue dans l'assemblée à laquelle je m'adressais qui était extrêmement vexé parce que je disais que radiologue c'est mort tout simplement. C'est-à-dire que pour lire un scanner ou pour lire un IRM ou une IRM plus exactement, la machine est des millions de fois supérieure au médecin humain. Donc ça les énerve, surtout les vieux, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre en question. Il y en a un qui me disait, mais enfin, l'intelligence artificielle, c'est nous qui l'avons inventée, elle ne peut pas être plus intelligente que nous. Il faut un QI de bulot pour dire ça, parce que c'est... Je lui disais, mais attends, on a inventé la bombe atomique, c'est les humains qui l'ont inventée, elle est quand même plus puissante que nous. Bon. Donc c'est tellement idiot, les gens réfléchissent encore comme ça. Et c'est vrai que moi, un de mes tous meilleurs amis est radiologue, c'est un des plus grands radiologues à Paris, et donc je l'ai convaincu, en effet, que sur les questions de médecine, et Laurent le dit de manière tout à fait honnête, les médecins humains sont pulvérisés dans 90% des cas. Il y a eu une compétition organisée récemment qui était très intéressante. Ça a été d'ailleurs, le compte-rendu a été fait assez bien dans Le Point il y a le mois dernier, entre des médecins humains et puis une machine qui s'appelle AMI, qui est un logiciel donc, de diagnostic médical. Ils ont briefé, si je puis dire, ils ont donné à un groupe d'acteurs, ils leur ont donné, chacun avait sa maladie avec sa liste de symptômes. Et les acteurs présentaient d'un côté à l'IA, de l'autre côté au médecin humain, la liste des symptômes. Et comme l'IA discute, puisque maintenant elle peut évidemment parler, elle peut écouter, elle a même les 5 sens. Hein. Aussi ce matin, les médecins pensaient que l'IA ne sentait pas, mais elle est capable, elle a pulvérisé les meilleurs sommeliers français, parce qu'elle est capable, quand on lui donne un verre de vin, d'identifier mieux que les sommeliers humains 80 cépages différents. Bon, donc ça, ils ne savent pas, mais peu importe. Donc il y avait d'un côté des médecins humains, de l'autre côté une IA qui s'appelle AMI, et du troisième côté les médecins qui présentaient les symptômes. Et la machine a littéralement, en termes de diagnostic, pulvérisé les médecins humains. Et en effet, elle a été jugée plus empathique plus sympathique, quand même, on peut dire, que les médecins, parce que quand l'acteur disait, alors le matin, quand je me lève, j'ai les poumons encrassés, j'ai mal au ventre, je ne sais pas quoi, je crache du sang, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, l'IA répondait tout de suite, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Donc le médecin, il s'en fout, lui. Ce qu'il veut savoir, c'est où on va et quel est le diagnostic et comment on peut aider le bonhomme. Ça ne veut pas dire qu'il se moque du type, mais il est Dr House souvent. Enfin, donc, la consultation ne peut pas durer 3 heures. Et, voilà, et en plus, c'est payé 23 €, un peu plus maintenant 30, mais enfin, c'est pas, ça demande qu'on aille un peu vite. Voilà. Et donc, l'IA a pulvérisé. Il y a eu une autre expérience. Moi, j'ai enseigné la biologie à Jussieu. C'est une discipline qui m'intéresse à la fac de sciences de Paris, notamment en cancérologie. On a une compétition entre un groupe de médecins humains et une machine de diagnostic médical. Du type Watson d'IBM, mais en plus performant.
on leur donnait des photos de grains de beauté. Est-ce que c'est un carcinome ou est-ce que c'est un mélanome? Les médecins humains ont été pulvérisés. 95% de bonnes réponses pour la machine, 84% pour les humains. Les humains ont dit, mais oui, mais nous, on voudrait voir parler avec la personne. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Quel âge il a? Quel âge elle a? On leur a donné les personnes qui étaient derrière les photos, si je puis dire, mais ça n'a rien changé. Ils ont augmenté un peu la performance, mais ils étaient quand même encore pulvérisés par les machines. Quand j'étais gamin, je venais de la campagne, mes parents n'ont pas fait d'études, et donc je pensais que jamais j'aurais la grecque de philosophie, parce qu'il y avait 35 reçus pour 2500 candidats. Tous les gamins, quand je suis arrivé à Paris, sortaient d'H4 ou de Louis le Grand, ils avaient fait les cagnes, des hippocagnes. Donc du coup, j'ai fait une licence de lettres, une licence de socio, une licence de psycho, parce que c'était plus facile que la grecque de philo, et comme ça, je me disais, j'aurais quand même un job. Bon. Et en licence de psycho, il y avait le certificat de psychologie expérimentale dans lequel on nous obligeait, mais enfin, ce n'est pas une obligation terrifiante, c'était utile, à se faire passer entre nous les tests de QI. Et il y en avait deux à l'époque. Il y avait l'échelle métrique de Zazo. Zazo était un professeur de psychologie qui avait modifié, qui avait amélioré le premier test de QI, qui était le test de Binet-Simon. Et c'était l'échelle métrique de Zazo, 1966. C'était vraiment... Et puis il y avait le Wechsler, le WISC, qui est encore utilisé aujourd'hui, qui est le plus utilisé aujourd'hui. Bon. Et donc on se faisait passer les tests. La moyenne dans la classe, c'était 110. La moyenne française, c'est 98 de QI. Dans la classe, c'était 110, c'était des étudiants de licence, donc c'est normal que ce soit un peu plus. Et j'ai décidé moi-même de faire passer le QI à ChatGPT, parce qu'il y avait des psychologues qui l'avaient fait, en Finlande notamment, mais je voulais vérifier moi-même. Et ce qui est intéressant dans les tests de QI, ce n'est pas les petites questions d'arithmétique. 1, 3, 5, 7, 9, 11, qu'est-ce qu'il y a après? Même si tu as un QI de bulot, tu sais ce qui vient après. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est les tests en langage naturel et de bon sens. Ça, c'est vraiment humain. Voyez, et dans le WISC, dans le Wechsler, il y a des tests en langage naturel, donc on parle normalement, et c'est des tests de bon sens. Et quand on le fait passer, on dit à la personne à laquelle on fait passer le test, je vais vous dire une phrase bête, il faut que vous me disiez où est la bêtise. Amusant comme... Et donc, je vais vous le faire passer. Faites pas ça dans les dîners en ville, hein, parce que j'ai fait ça à la maison la semaine dernière, et puis il y a un de mes invités qui s'est planté. C'était très difficile à rattraper. Ah oui, ça peut être gênant. Et donc, je vous donne deux questions, mais il y en a d'autres, mais celle que je préfère. Alors, première question, je vais vous dire une phrase bête. Dites-moi où est la bêtise. Le boulanger perd sur chaque petit pain, mais il se rattrape sur la quantité. Qu'est-ce qu'il y a de bête là-dedans? 50% des Français ne trouvent pas, ce qui est inquiétant. En 4 secondes, ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est la manière et la vitesse à laquelle il répond. ChatGPT, en 4 secondes, me répond la chose suivante. Je l'ai là, je pourrais vous montrer. C'est une erreur de compréhension de la logique des entreprises. Si le boulanger perd sur chaque petit pain, plus il en vend, plus il perdra, il va faire faillite. 4 secondes. Même les gens qui comprennent mettent généralement une minute et demie à formuler la chose pour l'expliciter. La deuxième phrase, et souvent elle fait rire les gens parce qu'elle est plus facile d'une certaine manière. Le vieux monsieur aimait beaucoup faire le tour de son jardin, qui était circulaire. Il aimait faire le tour de son jardin, mais quand il arrivait exactement au milieu, il était si fatigué qu'il était obligé de faire demi-tour. Voilà, généralement ça fait rire. ChatGPT, 3 secondes, 3 secondes. Il peut continuer à faire le tour de son jardin, c'est pas plus long, il ne sera pas plus fatigué. Vous voyez, 3 secondes, c'est ça qui est fascinant. Un de mes anciens élèves, un de nos amis à tous les deux, Raphaël Antoven, a écrit un livre qui est, pardon de le dire, enfin, bon, si c'est enregistré, je ne peux pas dire exactement ce que je pense, mais bon, disons qu'il est faux de A jusqu'à Z. Il pense que le ChatGPT ne pourrait pas passer, ou un logiciel ne pourrait pas passer la règle de philo. Il suffit de fabriquer un Small Language Model, donc un ChatGPT centré sur la philo, il passera la grecque avec 18 sur 20. C'est une absurdité. C'est évidemment qu'il le fera, mais sans aucun problème. Simplement, ChatGPT est californien, donc il n'a pas la technique de la dissertation qui est uniquement française. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, ça n'existe pas la dissertation en Allemagne. Aucun grand philosophe, mais pas un seul au monde, n'a fait des dissertations en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse.
Et comme disait l'autre, thèse, antithèse, foutaise. Et donc ça n'existe pas. C'est de la rhétorique française qui n'existe pas. C'est de la rhétorique de Cagneux qui n'a aucun rapport avec la philo. Aucun. Aucun. Ça peut apprendre à réfléchir, mais c'est de l'instruction civique, c'est pas de la philosophie. Peu importe le débat sur ce qu'est la philo, mais ce qui est amusant, c'est que moi, je lui ai fait faire une disserte de philo, mais une vraie, pas. Je me fous que ce soit en 3 parties avec la rhétorique de Victor Cousin, ça m'est totalement égal. Et j'ai fait exprès de lui poser une question qui est, comme on dit en anglais, sleazy, qui est un peu borderline, qui est un peu à la limite une question de morale. Je dis voilà, il y a eu une guerre atomique, il n'y a plus qu'un seul couple sur Terre qui est resté en vie, il y a juste une seule femme et puis un seul homme. Et l'homme veut perpétuer l'humanité, donc il veut coucher avec la dame, mais la dame ne veut pas coucher avec lui parce qu'elle le trouve trop moche. Bon. Est-ce qu'il a le droit de la violer? Voilà la question que j'ai posée. Réponse de ChatGPT en 6 secondes. 6 secondes, mes amis. Réponse de ChatGPT en 6 secondes. Première réponse, non, il n'a pas le droit. C'est contraire à toutes les déclarations des droits humains. Et on n'a pas le droit de violer quelqu'un, quel qu'il soit, et quel que soit le motif, même s'il est extrêmement important. Deuxième réponse, parce qu'il me fait tout de suite 3 réponses, mais pas sous forme de dissertation à la con. C'est 3 réponses sérieuses, ce n'est pas de la rhétorique. Il dit, mais si jamais il n'arrive pas à convaincre la dame, il peut essayer, écoutez bien ça, il peut essayer d'utiliser une argumentation rationnelle, par exemple en recourant à l'éthique de la discussion de Jürgen Habermas, grand philosophe allemand. Et si ça ne marche toujours pas, 3e étape, il peut essayer de trouver dans un hôpital ce qui reste de valide pour faire une PMA, une procréation médicalement assistée. Après, on est passé rapidement là-dessus, mais c'est l'essentiel. Il y a ce qu'on appelle les prompts, c'est-à-dire les questions supplémentaires qu'on pose à la machine pour l'obliger à aller plus loin. Si vous posez la question à la machine, qu'est-ce que c'est qu'une déclaration des droits de l'homme ou des déclarations des droits humains? Il est wokiste, il est californien, donc il dit droits humains, il ne dit pas droits de l'homme, parce que sinon les Women's Studies vous sautent dessus. Et donc, qu'est-ce que c'est que les déclarations des droits humains et pourquoi ça interdit le viol? Il me remet 10 pages. Il me dit, il y a la déclaration de Virginie de 76, il y a de 1776, il y a la déclaration française de 89, il y a la déclaration de 48, il me donne des exemples. Et il explique pourquoi le viol est interdit. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que l'éthique de l'argumentation, la discourse éthique de Jürgen Habermas? Il me remet 10 pages. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que c'est qu'une PMA? Quels sont les différents types de PMA? Il me remet 10 pages. En une demi-heure, j'ai 150 pages. De quoi faire un mémoire de maîtrise. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, j'ai mis 1 an. Et là, moi, j'ai un de mes futurs gens, il a fait son mémoire de maîtrise comme ça, avec des prompts, en 48 heures. Et s'il n'est pas un débile mental, ce qu'il n'est pas, il est très intelligent, vous remettez, vous réagencez les choses, vous changez un peu le plan, vous réécrivez les phrases pour que les détecteurs de plagiat ne s'en aperçoivent pas. Et donc, quand on dit qu'il n'est pas capable de philosopher, il est meilleur que 99% de mes collègues en philo. Vous voyez? Et donc cette machine, je lui ai fait passer donc le QI, je n'ai pas donné le résultat, il a 160 de QI. Ça le met dans les 0,1% au-dessus de la population mondiale. Vous voyez? Et donc je lui ai demandé de m'écrire le prochain livre de Stephen King. Vous voyez, le grand auteur le plus célèbre de machins horrifiques, de science-fiction, etc. Bon. Et il m'a fait un scénario qui est génial, en quelques secondes à nouveau. Voilà, il m'invente un scénario qui se passe dans un petit village qui s'appelle Darkwood, où une espèce de nuage maléfique rentre dans les maisons, descend dans les sous-sols, dans les caves des maisons, et ce nuage maléfique a une propriété, c'est qu'il oblige les gens à révéler leurs secrets les plus enfouis, les plus atroces, et ça engendre évidemment toutes sortes de conflits, des meurtres, et un jeune journaliste vient de la ville de New York pour essayer de tirer les choses au clair. Mais il n'y a plus qu'à remplir les blancs. Mon meilleur ami, indépendamment de mon voisin, c'est Elie Chouraki, le metteur en scène. Il y a un logiciel qui s'appelle Sora. Regardez-le quand vous rentrez chez vous, S-O-R-A. Regardez ce qu'il fait. Vous lui demandez de faire une scène de cinéma.
Vous lui dites par exemple, fais-moi une dame asiatique dans une rue de Hong Kong qui est très belle, qui est agressée par 3 voyous, il y a du sang, je sais pas quoi. Et en quelques secondes, il vous fait une vidéo qui est parfaite. Pas du tout genre dessin animé, c'est impossible de voir que ce n'est pas des humains. C'est impeccable. Et Lee me disait, mais bordel, je vais faire... Il vient de terminer son film, il a mis 6 millions pour faire son film. Il me dit, mais je vais faire le prochain film depuis ma cuisine pour $50. C'est dingue ce que fait Sora. Et il y a l'équivalent chinois qui est encore supérieur, qui est incroyable, où on voit un petit panda qui joue de la guitare, mais on a des machines. Alors, on parlait des avatars. J'ai là une deepfake de Macron qui a été fabriquée par des jeunes qui sont des amis de Laurent et qui m'ont fait ça pour s'amuser. J'ai une deepfake d'Obama, j'ai une deepfake de Macron, c'est dommage, si j'avais là un écran, je vous la ferais écouter, dans lequel Macron dit « Luc Ferry, votre dernier livre, La frénésie du bonheur, est incroyable, je suis abasourdi par tant d'intelligence. » Enfin, un truc. Bon, et c'est impossible de détecter que c'est un faux, alors que Macron ne peut pas m'encadrer, entre parenthèses, ce qui est réciproque d'ailleurs. Mais chacun ses options politiques. Et donc, c'est un faux, mais indétectable. Et ce qui est dingue de chez dingue, c'est que maintenant, ce que disait Laurent tout à l'heure, on peut fabriquer des avatars de n'importe qui, et même ces enfants ne peuvent pas savoir si c'est lui ou pas qui est au bout du tuyau. J'ai ce débat avec Danny Cohn-Bendit tous les dimanches soirs sur LCI. Il suffit de fabriquer un avatar de Danny. On sait exactement ce qu'il pense de l'Ukraine, de Gaza, de je sais pas quoi, de Glucksmann pour qui il vote, etc. Et même sa mère ou sa femme ne pourront pas savoir que je discute avec un avatar, avec un jumeau numérique. Vous voyez, c'est dingue ce qui se passe en ce moment. Et donc les performances, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, mais on est dans une révolution. Jason Allen, qui est un artiste américain, un artiste contemporain très très connu aux États-Unis, vient de remporter un des prix les plus prestigieux d'art contemporain, qui est la foire de l'art contemporain du Colorado, avec une œuvre qui est d'ailleurs très très belle, et ça a fait un scandale parce qu'elle est fabriquée entièrement par une IA générative qui s'appelle Midjourney. Il y a une jeune femme japonaise qui a gagné cette année l'équivalent du prix Goncourt avec un roman qui a été fabriqué intégralement par ChatGPT. Vous voyez ? Et donc on a là une révolution dont les gens n'ont pas encore la moindre idée. C'est-à-dire que 99% des Français ne savent pas ce qu'ils ont dans la poche et à quel point ça va révolutionner le monde. Parce que c'est une révolution industrielle qui n'a rien à voir avec les précédentes, parce que les précédentes attaquaient des secteurs de la vie humaine. La révolte des canuts à Lyon en 1831, ça attaque les canuts, c'est-à-dire les ouvriers tisserands qui sont remplacés par la machine Jacquard, d'accord ? Mais là, ça attaque l'humanité dans son humanité, dans ce qu'elle avait de spécifique jusqu'alors, c'est-à-dire, enfin en tout cas pas pour tout le monde, mais pour l'humanité en général, l'intelligence. Là, on est, comme l'a dit Sam Altman, la deuxième intelligence au monde. On parle d'intelligence générale. Laurent disait, on l'aura dans 8 ans, mais elle est déjà là. Il a 162 QI, ce truc. Donc c'est déjà au-dessus de 99% des Français. Vous voyez ? Donc il faut... Et ce qui est dingue, c'est que dans la campagne électorale d'aujourd'hui, on va voter demain, il n'y a pas eu un mot là-dessus d'aucun des candidats, alors que c'est la révolution la plus importante de toute l'histoire de l'humanité.